Madame la députée de Rimouski propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 199, loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Y a-t-il des interventions? Alors, je crois qu'il y a effectivement l'intervention de Madame la députée de Rimouski. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'intervenir aujourd'hui sur le projet de loi 199, la loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. J'ai l'honneur et le plaisir d'être la marraine de ce projet de loi. Je suis devenue marraine de ce projet de loi parce que, suite aux représentations d'un de mes concitoyens, M. Gratien Bélanger, qui est éleveur de chevaux canadiens des écuries Neuve-France de la municipalité de Bic, dans le comté de Rimouski. D'ailleurs, je tiens à exprimer ici mes sincères félicitations à M. Bélanger qui a remporté le 7e concours automâle québécois du Comité conjoint des races chevalines tenu en septembre dernier. Son cheval canadien fut proclamé le grand champion de toutes les races chevalines présentes à ce concours. Bravo, M. Bélanger. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler que depuis 1995, le Front commun pour la sauvegarde des races du patrimoine du Québec maintient l'espoir que ses revendications pour la reconnaissance du statut de race patrimoniale québécoise soient enfin données au cheval canadien, à la vache canadienne et à la poule chanteclair. Permettez-moi de vous faire connaître le cheval canadien. Ses ancêtres, choisis parmi les meilleurs chevaux de France, arrivèrent au pays entre 1647 et 1670 et beaucoup plus tard. On croit généralement qu'ils étaient des descendants de chevaux arabes croisés avec des chevaux indigènes de Normandie et de Bretagne. Le premier cheval qui ait galopé sur la terre canadienne, écrit Ernest Gagnon, fut débarqué à Québec le 25 juin 1647. La Compagnie des habitants l'avait fait venir pour en faire cadeau au gouverneur, le chevalier de Montmagny, car les habitants de ce temps-là considéraient, avec raison je crois, qu'un chevalier sans cheval, ça n'a pas beaucoup de sens. Le 16 juillet 1676, débarquait à Québec la première importation en nombre de chevaux envoyés par le roi de France. Ces chevaux, 12 en tout, furent distribués dès leur arrivée aux gentilshommes et aux habitants de la colonie qui avaient le plus favorisé le défrichement et la culture des terres. En 1670, un autre contingent de chevaux fut dirigé vers la Nouvelle-France et la distribution en fut encore selon le mérite et les besoins. Ces chevaux furent utilisés pour le défrichement, la culture, le transport et la selle. Ils se propagèrent dans toute la Nouvelle-France. Grâce à une sélection naturelle, seuls les chevaux les plus robustes purent résister aux rigueurs de nos hivers d'autrefois et aux nombreuses privations inhérentes au début de la colonie. La misère et les épreuves qu'ils eurent à supporter amenèrent une réduction de leur taille, mais leur permirent par contre d'acquérir une résistance à toute épreuve. C'est pourquoi le cheval canadien demeure encore le cheval le plus rustique, le plus robuste et le mieux acclimaté aux rigueurs de notre climat. Les nombreuses importations de chevaux étrangers à partir de 1816 et l'exportation d'une multitude de bons sujets aux États-Unis furent très préjudiciables à l'expansion de la race au Canada et vers la fin du 19e siècle, elle était en voie de s'éteindre. En 1885, un certain nombre d'admirateurs qui avaient à cœur de conserver le petit cheval de fer du Canada entreprirent un grand mouvement de reconstitution en faveur de cette race naturelle. L'ouverture des livres généalogiques eut lieu le 16 décembre 1886 et ils ont y inscrit les sujets répondant le mieux au type primitif. L'enregistrement sélectif des sujets souches se fit à diverses dates à partir de cette époque jusqu'en 1912. Jusqu'en 1895, date de la fondation de la Société des éleveurs de chevaux canadiens, les progrès furent plutôt lents et ce n'est qu'à partir de cette année que le mouvement prit de l'expansion.
En 1913, le ministère fédéral de l'Agriculture ouvrit un centre d'élevage de chevaux canadiens sur la ferme expérimentale de Cap-Rouge, dans le but de découvrir les meilleures lignées. En 1919, un haras fut établi à Saint-Joachim, près de Québec, afin de continuer sur une plus haute échelle le travail entrepris à Cap-Rouge. Ce haras fut maintenu jusqu'en 1940, alors que le gouvernement fédéral, engagé dans la guerre, fit vendre pour l'élevage les nombreux sujets d'élite qui y étaient gardés. Le haras fut reconstitué à la ferme-école provinciale de la Gorge-Entière, comté de Portneuf, sous la direction du ministère de l'Agriculture du Québec. Un certain nombre fut réservé pour la ferme expérimentale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et les autres furent achetés par des cultivateurs désireux de perpétuer cette race. La fondation des syndicats d'élevage de chevaux canadiens, dont le premier remonte à 1932, a fait surgir des groupes d'éleveurs actifs, anxieux de redonner à cette race son ancienne popularité par le moyen de la sélection des reproducteurs et l'adoption de meilleures méthodes d'entretien. Les chiffres officiels démontrent que ces syndicats ont puissamment contribué à accroître la proportion d'étalons classés A. L'historien Taillon dépeint comme suit l'ancien cheval canadien. Petit, mais robuste, aux jarrets d'acier, avec une crinière abondante et flottant au vent, aux yeux vifs et saillants, dressant toujours les oreilles sensibles au moindre bruit, filant jour et nuit avec le même courage, en frémissant sous le harnais et avec une fougue naturelle, bon, doux, affectueux, traçant son chemin avec le plus fin instinct pour revenir sûrement à son logis. Tels étaient les chevaux de nos pères. Durant la première partie du 19e siècle, un nombre considérable de chevaux canadiens furent expédiés aux États-Unis où ils contribuèrent à améliorer certaines lignées de la Standardbred et le cheval Morgan en particulier. Le cheval canadien d'aujourd'hui est celui qui se rapproche le plus du type idéal à toute fin, tant demandé aujourd'hui sur nos fermes d'amateurs. Il peut aussi bien être affecté aux travaux de la ferme qu'être utilisé comme cheval de promenade et de chasse à court. De plus en plus, il est recherché par les adeptes du sport de l'équitation à cause de son courage, de son physique résistant et de sa docilité. Maintenant, Monsieur le Président, que vous avez une meilleure idée du cheval canadien, je veux vous entretenir de la plus ancienne race bovine d'Amérique du Nord, soit la vache canadienne. Celle-ci, connue auparavant sous le nom de la canadienne française, est la plus vieille. Je m'excuse, Monsieur le Président. Certains de mes collègues m'ont fait rire, alors je pense que ce n'est pas le temps de rire. La race bovine canadienne, connue auparavant sous le nom de la canadienne française, est la plus vieille race bovine de l'hémisphère ouest. Elle descend des anciennes races autochtones de la Bretagne et de la Normandie en France. La vache canadienne est apparentée à la Jersey, à la Guernsey, à la Kerry, bien que la France ait tenté d'établir ce bétail en Amérique du Nord en 1518, en 1541 et en 1601. C'est de 1608 à 1610 que se firent les premières importations régulières de bovins au Canada. Les descendants de ce bétail fournirent aux pionniers en bêtes de trait, en lait et en viande. Ces bovins, périodiquement accrus par de nouveaux contingents, se multiplièrent entre eux à l'exclusion de toute autre race pendant environ un siècle et demi. Ces bovins, vivant sous de rudes conditions climatiques, ne recevant qu'une alimentation frugale ainsi qu'un minimum de soins, développèrent, grâce à la sélection naturelle, une rusticité proverbiale. Durant le 19e siècle, plusieurs personnes influentes au pays recommandèrent l'importation et le croisement des vaches canadiennes avec les races britanniques les plus populaires, sans prendre en compte le sol et les conditions climatiques, ainsi que la disponibilité des ressources alimentaires. En 1850, à l'exception de quelques troupeaux d'Ayrshire dans le voisinage des villes et dans les cantons de l'Est, tous les bestiaux étaient de pure race canadienne. Le gouvernement du Québec s'est impliqué financièrement dans le soutien à l'élevage de la canadienne, surtout par l'entremise de son travail d'amélioration de troupeaux de bovins de race canadienne dans 3 fermes expérimentales ou des écoles d'agriculture. Ces fermes expérimentales furent celles de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Hyacinthe et Deschambault. Après plusieurs années de développement à l'école de laiterie à Saint-Hyacinthe,
Ce troupeau modèle fut amélioré par consanguinité, contrôlé et sélectionné de 1940 à 1970 à la ferme provinciale de Deschambault, qui devint plus tard la station de recherche agricole de Deschambault. De plus, le gouvernement du Québec donna un support technique et financier aux associations d'élevage jusqu'au début de 1990. Présentement, on estime le nombre de bovins de race canadienne à moins de 2000 têtes. Arrêtée en 1993, la production d'embryons destinés à la banque génétique de la Société des éleveurs de bovins canadiens a repris en 1997. Cette banque renferme présentement 103 embryons pur sang de race canadienne issus de 21 mères différentes et de 16 pères différents, dont certains sont toutefois apparentés. Les données de la Société canadienne d'enregistrement des animaux montrent l'évolution de l'enregistrement de la canadienne durant ce siècle. Au cours de ces dernières années, la canadienne, mieux connue par la publicité, a gagné le support des éleveurs au Québec, en Ontario et dans d'autres provinces intéressés par la conservation génétique. Depuis quelques années, nos éleveurs vendent régulièrement des sujets en Ontario. Plusieurs personnes aux États-Unis et certains en France sont également intéressés par notre race bovine. Suite au mouvement en faveur de la conservation génétique et le développement durable qui a été initié lors de la conférence sur la diversité biologique tenue à Rio en 1992 et qui s'est amplifié suite à la conférence mondiale sur les ressources génétiques de l'animal domestique tenue à Kingston en 1994, la canadienne connaît depuis ces dernières années une popularité grandissante. Un événement à caractère historique a eu lieu en octobre 1998 avec l'inauguration d'un complexe ferme-fromagerie aux îles de la Madeleine. Actuellement, la fromagerie Pied-de-Vent utilise le lait cru obtenu d'un troupeau de vaches de race canadienne afin de produire un cheddar en grains ainsi qu'un fromage semi-ferme de type fermier qui est vendu localement et dans les principales villes du Québec. Le lait provient des 60 vaches de race canadienne de la ferme de Jérémy Arsenault. On leur doit le goût particulier du fromage de lait cru. Nous voulions une race qui se démarque et qui soit assez rustique pour les îles, explique Vincent Lalonde, propriétaire de la fromagerie. Nous voulions un lait qui se distingue et surtout qui possède des qualités fromagères particulièrement, notamment en gras et en protéines. C'est ainsi que s'exprime le propriétaire de la fromagerie. La canadienne, à cause de ses qualités particulières, est la race bovine qui est la mieux adaptée aux conditions des îles de la Madeleine. Cette initiative annonce des perspectives intéressantes pour l'élevage de la canadienne dans le créneau de la production fromagère. Maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais quand même vous entretenir de la volaille Chanteclair, qui, elle, a été créée en 1918 par le révérend Wilfrid de la trappe d'Oka, qui, constatant qu'il n'y avait pas de race de volaille québécoise spécialement adaptée à notre climat, a consacré 12 ans de sa vie professionnelle et scientifique à son développement. Il y a 80 ans, la création de la seule race de volaille propre au Québec a constitué un événement d'envergure et propulsé l'aviculture québécoise à l'avant-plan de l'agriculture mondiale. La poule Chanteclair est presque disparue à une certaine époque, mais aujourd'hui, le troupeau est estimé à 3000 sujets. Hôte du Congrès mondial de l'aviculture à Ottawa en 1927, l'auteur de la Chanteclair parle de l'origine de la poule canadienne en ces termes. Depuis 20 ans que je m'occupe d'aviculture, je regrettais jusqu'à ces dernières années que mon pays n'eût pas de poule canadienne, comme il a son cheval canadien et sa vache canadienne. Il m'a donc semblé qu'une race de volaille, non d'origine étrangère et acclimatée, mais vraiment aborigène, possédant d'une part les qualités des meilleures races déjà existantes dans le pays et d'autre part améliorée, capable de supporter les rigueurs de nos hivers, serait appréciée de tous les aviculteurs canadiens. Mon idéal était donc la création d'une volaille vraiment canadienne et éminemment pratique, ayant sa caractéristique personnelle, son cachet particulier, sans rien de fantaisie ni de bizarre, selon le père Wilfrid. Monsieur le Président, vous vous demandez sûrement d'où vient le nom de Chanteclair. Le frère Wilfrid a voulu qu'elle porte un nom français et il s'est inspiré du roman d'Edmond Rostand, Chanteclair. C'est en 1910 que le nom devint illustre, lorsque le célèbre poète Edmond Rostand, membre de l'Académie française, fit représenter son drame symbolique Chanteclair. Chanteclair est un coq
héros d'un fabliau dont la trame se déroule tout entière chez les habitants de la basse-cour. Lors de sa création, Chanteclair eut un grand succès à Paris. Peu de temps après, cette pièce fut jouée à Montréal. Et le frère Wilfrid dit « Je travaillais alors à la formation d'un nouveau type de poule, mieux adapté au climat canadien, lorsque je lus ces paroles du Chanteclair de Rostand. La terre parle en moi comme dans un conque, et je deviens, cessant d'être un oiseau quelconque, le porte-voix en quelque sorte officiel, par quoi le cri du sol s'échappe vers le ciel. » C'est l'acte 2 de la pièce Chanteclair d'Edmond Rostand. Et le frère Wilfrid poursuit, et je crus comme un nom si profondément français, tout en étant facilement bilingue, conviendrait bien à une race de volailles née dans un coin de terre où les traditions restaient bien françaises à l'ombre d'un drapeau britannique. Et ça, c'est la déclaration du frère Wilfrid en juillet-août 1944, Monsieur le Président. Eh bien, après vous avoir entretenu du cheval canadien, de la vache canadienne et de la poule Chanteclair, je me permets de vous rappeler, avant de conclure, que l'objet du projet de loi 199 est à l'effet de déclarer que ces races animales, associées aux origines historiques et aux traditions agricoles du Québec, font partie du patrimoine agricole du Québec et peuvent être désignées sous le titre de race patrimoniale du Québec. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Alors, merci, Madame la députée de Rimouski, de toutes ces explications. Alors, bonjour. Je tiens à vous remercier de vous être déplacé pour venir à cette présentation du projet de loi numéro 199, la loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. J'aimerais, dans un premier temps, vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Je suis Solange Charret, députée de Rimouski, la marraine du projet de loi 199. Mais vous savez, ce projet de loi est possible en quelque sorte parce que à l'arrière de moi et à côté de moi, il y avait une multitude de personnes qui tenaient à cette reconnaissance officielle par l'Assemblée nationale. Je pense entre autres ici à ma gauche à Maître Yves Bernatchez, qui est de Deschambault. Il est le président du Front commun pour la sauvegarde des races patrimoniales. Il est président de la Société des éleveurs de bovins, président de la Société de promotion et d'élevage de la poule Chanteclair. Et de 1977 à 1977, il fut président de la Société des éleveurs de chevaux canadiens. J'ai également à ma droite le docteur Jean-Paul Lemay de Sainte-Foy, qui est agronome, qui est un professeur retraité de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. J'ai également à l'extrême droite M. André Auclair de Saint-Paulin, qui est un éleveur des 3 races animales patrimoniales que nous allons reconnaître, c'est-à-dire il est éleveur de cheval canadien, de la vache canadienne et de la volaille Chanteclair. Monsieur Gilles Rassette, à l'extrême gauche, qui est ici, qui est de Trottier Mills. Il est un policier à la retraite. C'est un éleveur de chevaux. Il est également président de l'Association québécoise du cheval canadien. Alors, comme vous voyez, ce projet de loi était attendu par ses partenaires depuis de nombreuses années. Et je dois vous rappeler que depuis 1995, il y a eu la formation d'un front commun qui réclamait une loi pour décréter ces 3 races animales, races patrimoniales. Pourquoi ces 3 races animales et pas d'autres races? Je vous dirais que ce sont des races issues du terroir québécois, adaptées au climat d'ici et reconnues comme telles par les éleveurs et les producteurs. Et elles sont reconnues, ces races-là, par leurs caractéristiques spécifiques. Et je vous rappellerai que c'est très important de préserver ces races suite au mouvement en faveur de la conservation génétique et le développement durable qui a été initié lors de la conférence sur la diversité biologique
tenue à Rio en 1992 et à la Conférence mondiale sur les ressources génétiques de l'animal domestique tenue à Kingston en 1994. Il faut aussi se rappeler qu'à Montréal, nous avons le Secrétariat international de la protection de la biodiversité. Donc, nous avons la responsabilité de préserver le patrimoine génétique des races animales qui ont existé et qui existent encore à travers le monde. Ce sont des races étroitement associées aux origines historiques et aux traditions agricoles du Québec. Cette loi vient en quelque sorte officialiser cet état de situation. Ça leur donne, je m'excuse du terme anglais, mais je pense qu'il est très représentatif de ce que je veux exprimer. Ça leur donne en quelque sorte un label de reconnaissance leur permettant d'être mieux connus et appréciés non seulement au Québec, mais à travers le monde. Et je m'en tiendrai à ces quelques notes d'explication pour l'instant. Je répondrai plus tard à vos questions si vous en avez. Et je passerai la parole à Maître Yves Bernatchez, qui est président du Front commun pour la sauvegarde des races du patrimoine du Québec. Monsieur Bernatchez. Merci beaucoup, Mme Charest. D'abord, je voudrais exprimer mes profonds remerciements à Mme Charest. Savez-vous, ça fait déjà peut-être 20-25 ans pour certains d'entre nous que l'on demande ce statut au gouvernement du Québec. Et c'est Mme Charest qui y a répondu de la meilleure façon, en prenant la responsabilité de présenter le projet de loi et en le faisant passer. On a eu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous ont aidés dans l'élevage de nos races du patrimoine. Mais Mme Charest est la première qui porte le flambeau si haut, et on l'en remercie. Ça fait plaisir. Pourquoi ce projet de loi-là? C'est parce que on voulait avoir un statut pour ces races qui sont uniques au Québec, qui appartiennent au Québec et qui sont de création purement québécoise, purement canadienne-française, diront certains. Ces races-là ont besoin d'être reconnues chez elles. Dans chaque pays du monde qui se respecte, il y a des races qui sont des races du patrimoine. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, puis il y en a aux États-Unis. Il y en a partout, en fait. Il y en a au Portugal, il y en a partout. Or, cela n'avait pas été fait au Québec et cette loi-là qui va être adoptée cet après-midi va répondre à ce besoin-là dont le Québec avait besoin, ce dont le Québec avait besoin. Ça va apporter à nos races une visibilité puis une position officielle qui va nous permettre de se répandre dans le Québec, de chercher des commanditaires pour préserver les races. Ça va nous permettre de demander des statuts spéciaux pour nos races vis-à-vis des associations de producteurs partout. En fait, on voudrait que jamais plus il ne soit question d'élevage de chevaux si on ne parle pas de chevaux canadiens. Jamais plus il ne soit question d'élevage de bovins si on ne parle pas de bovins canadiens. Et jamais plus on ne parlera d'élevage de poules au Québec si on ne parle pas de la poule chantetelère. Et c'est important, le Canada a signé le traité de Rio, s'engageant à protéger les races de son cru. Et cette loi-là est probablement le pas le plus important qui a été fait pour la protection des races du Québec certainement depuis que le traité de Rio existe. Et on doit remercier ce Parlement de ce travail. Merci, M. Bernatchez. Maintenant, je demanderai à M. Jean-Paul Lemay, qui est agronome, retraité, mais très actif, du département d'agronomie de l'Université Laval, de vous faire un petit peu l'historique, je pense. Hein? Oui? Allez-y, M. Lemay. Madame Charest, messieurs les journalistes, chers collègues, messieurs, c'est à la fois un honneur et un privilège puis un plaisir pour moi d'assister à cette journée mémorable du 15 décembre 1999. Grâce à l'effort soutenu, à la persévérance, à la détermination, à la collaboration de plusieurs, nous pouvons être fiers aujourd'hui de l'adoption prochaine à l'Assemblée nationale de la loi 199. Madame Charest, députée de Rimouski, pour toute l'attention que vous avez apportée au dossier, comme mon collègue Bernatchez l'a fait tantôt, mes plus sincères remerciements.
Il me semble important aujourd'hui de mentionner que le passé a une valeur de témoignage et de mémoire. De plus, il aide à comprendre que le présent et l'avenir n'émergent pas du vide, mais se concrétisent sur de précieux acquis. Voilà pourquoi il me semble opportun de rappeler que plusieurs personnes furent d'ardents défenseurs des races patrimoniales. Parmi les précurseurs, qu'il me soit permis de citer quelques noms, sans faire un historique global de toute la situation, je voudrais tout de même mentionner des noms comme suit. M. Édouard André Barnard, avocat, journaliste agricole. C'est un grand pionnier. Il fonde et dirige le Journal d'agriculture. Il publie de nombreux articles en zootechnie et un volume d'agriculture. Ce pionnier, de 1835 à 1898, a fait œuvre dans le domaine des races au Canada, au Québec, principalement. Jean-Charles Chappet, avocat et aussi agronome. Monsieur Chappet, Jean-Charles, éminent conférencier, promoteur de l'industrie laitière au Québec, c'est avec conviction qu'il préconise l'élevage des bovins et des chevaux canadiens. Thomas Chappet, son frère, grand historien, avocat lui-même, conseiller législatif, a travaillé en collaboration avec son frère et celui que j'ai mentionné précédemment, M. Bernard. L'abbé François Pilote, vous avez sans doute entendu parler de l'abbé François Pilote, fondateur de la première école française d'agriculture en Amérique du Nord, à la Pocatière, comté de Kamouraska, et aussi fondateur du journal La Gazette des Campagnes. Toujours cet abbé Pilote a collaboré avec M. Jean-Charles Chappet. Et un personnage que qui mérite d'être signé ici aujourd'hui, c'est Joseph-Alphonse Couture, qui est un vétérinaire, qui fonde en 1895 la Société des éleveurs de bovins et de chevaux canadiens, ainsi que la Société générale des éleveurs. Dr Couture fut le secrétaire, l'animateur de ces sociétés jusqu'en 1922. Je dois mentionner ici, de plus, que Dr Couture a été nommé en 1997, à titre posthume, bien entendu, au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. M. Jules Larue, notaire, responsable de l'incorporation des deux sociétés bovins et chevaux canadiens. En passant, M. Larue est le grand-père de mon collègue ici présent, Maître Yves Bernatchez. Maître Bernatchez, j'ai eu l'occasion de lui donner des cours parce qu'il y avait des cours optatifs qui se donnaient des cours parce qu'il était en faculté de droit. Moi, j'étais en faculté d'agronomie. Il a suivi un cours de race à ce moment-là, puis j'étais heureux de l'avoir comme étudiant. Gustave Langelier, agronome, directeur de la ferme expérimentale de Cap-Rouge. C'est d'histoire, cela. Le prestige de M. Langelier venait de son enseignement. En agriculture, disait-il, la théorie, c'est la lumière, mais la pratique, c'est la clé qui rouvre la porte des réalités. Wilfrid Châtelain, alias Frère Wilfrid, professeur à l'Institut agricole d'Oka. Ça existait, ça, l'Institut agricole d'Oka, qui faisait partie de l'Université de Montréal. Créateur de la poule de la volaille Chantelaire. Louis de Gonzaille-Fortin, agronome, journaliste agricole, professeur à l'École supérieure d'agriculture des pêcheries à la Pocatière. Avec M. Langelier, il préconise l'élevage des bovins et chevaux canadiens. En 1940, il fait même une thèse de maîtrise, puis publie cette thèse sous le titre de l'histoire de la race bovine canadienne. Andrea Saint-Pierre, on s'en va vers un petit peu plus rapproché de nous. Andrea Saint-Pierre, agronome, directeur de la ferme expérimentale de Deschambault. Cette ferme existe encore aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de bovins, il y a d'autres choses. On a créé dernièrement un centre de recherche. On appelle ça sciences animales. Je préfère réutiliser le mot zootechnie, c'est peut-être plus français, de Deschambault, où l'on va poursuivre des recherches dans certains domaines. C'est un grand promoteur des bovins et des chevaux canadiens. M. Arsène Denis, président de la Société des éleveurs de bovins canadiens depuis sa fondation jusqu'en 1924. Adrien Morin, qui a été agronome sous-ministre de l'Agriculture, on appelait ça de la colonisation du Québec dans le temps aussi. M. J. Rosario Pelletier. En passant, M. Rosario Pelletier, agronome,
a été régisseur de la ferme expérimentale à Sainte-Anne-de-la-Bocatière, puis en même temps, il a été responsable de l'amélioration du cheval canadien au Arras de Saint-Joachim. Monsieur Rosaire Pelletier, de tous les personnages que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, là, il vit encore. Il aura 94 ans, sous peu. Jean-Paul Lett, agronome secrétaire de la Société des éleveurs bovins canadiens. M. Lett a travaillé par la suite à l'enseignement agricole sous la direction de M. Jean Salmaillan. M. Maurice Hallé, secrétaire de la Société des éleveurs de bovins canadiens. Jean-Guy Gélina, agronome, division chevaline à la direction des services technologiques du MAPAC, fut aussi un excellent promoteur de la race chevaline canadienne. Je rends donc un vibrant hommage à tous ces pionniers. Je ne pourrais pas passer sous silence les noms des personnes suivantes. Messieurs Louis Touin, P. Villemer, Alexandre Fournier, Josaphat Laliberté, Victor Sylvestre, J.D. Langlais, Marc Leclerc, frère Laurent, qui a poursuivi le travail du frère Wilfrid, Hector Charpentier, Toussaint Courteau, M. Jean Garon, Donald Gay, Réal Solède et plusieurs autres. Personnellement, je vous dis que j'ai toujours été intéressé aux bovins et aux chevaux canadiens. De 51 à 62, j'ai travaillé à la ferme expérimentale de la Bocatière sous la direction de M. Rosaire Pelletier. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs conférences dans le domaine. J'ai aussi collaboré avec M. Louis Gonzague-Fortin, avec M. Andrea Saint-Pierre et Rosario Pelletier à la publication de plusieurs documents techniques dans le domaine. Je garde donc un excellent souvenir de ces moments enrichissants. Aujourd'hui, nous avons tous raison d'être fiers. La vache canadienne, le cheval canadien, la volaille Chanteclair seront sous peu déclarés, j'espère, faisant partie du patrimoine agricole du Québec et désignés sous le titre de race patrimoniale. Je suis heureux, personnellement, d'avoir participé à ce dossier important. Puis-je ajouter, en terminant, me permet de le faire, qu'après 50 années d'agronomie, de carrière professionnelle en agronomie, je réalise plus que jamais que dans la vie, ce n'est pas la grandeur des actions que l'on pose, mais c'est bien plus la grandeur d'esprit et de motivation que l'on met dans chacune des actions, petites ou grandes. Alors, je vous remercie. Merci, M. Lemay. Je pense que M. Lemay nous a fait voir que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on attache de l'importance à cette reconnaissance et il en est la preuve vivante. M. Auclair, qui est producteur de la volaille Chanteclair, de la vache canadienne et du cheval canadien, va vous entretenir de son expérience d'éleveur. Oui. Rapidement, M. Auclair, s'il vous plaît. Oui, je vous félicite, Madame la députée. C'est inestimé pour moi de vivre ce moment-là. Ça fait au moins depuis 1974 qu'on se bat pour faire reconnaître nos races. En 1974, j'ai acheté un poulain à Deschambault. C'était Fableau, un fils du fameux Vigée puis de Miquette, deux excellents chevaux de la ferme du gouvernement. Avec ça, je suis venu membre aussi des bovins canadiens. Depuis ce temps-là, je suis membre à vie de ces associations-là. Je me suis donné comme mission d'éleveur de travailler jusqu'à la reconnaissance de ces races-là. Et puis aussi d'en faire la promotion, le développement. Avec M. Bernatchez, on travaillait sa commission des biens culturels. On s'est aperçu que la race Chanteclair était même dite disparue, là, dans les années 79, 80. Là, on s'est mis à la tâche. En 83, on commençait à ramasser les meilleurs sujets qu'on a pu trouver dans l'arrière-pays, parce qu'il était plus évident, on le disait, vraiment bien disparu, le Chanteclair. On a constitué l'association de promotion et d'élevage de poules Chanteclair. Ensuite, conjointement, le troupeau de chevaux grossissait, la collection des poules grossissait. On avait toujours quelques vaches. Puis dernièrement, en octobre, j'ai fait l'acquisition d'un bon troupeau de bovins, pur sang, originel, très rare dans les bovins canadiens aujourd'hui. Alors, c'était un bon momentum pour moi. J'arrivais en même temps qu'à l'achat de mon troupeau de bovins, puis avoir une telle reconnaissance avec toutes les péripéties et les difficultés qu'on a eues pour s'approvisionner, vous savez, dans ces pareilles espèces. En même temps, je pense que moi, pour les éleveurs, ça va ouvrir des portes. Parce que c'était pas évident, vous savez, quand on parlait de ces races mineures-là, d'aller chercher des fois de l'aide, un peu de crédit ou non de support technique. Vous savez, c'était toujours des races un peu marginales. Hein? Et puis, il fallait vraiment faire ça par dévouement, par travail
de fierté, vous savez, puis de sens de l'appartenance, que ce que nos ancêtres ont fait avant nous autres. Et puis pour mes enfants aussi. Vous savez, je pense qu'ils aiment ça autant que moi. Puis là, je pense que ça va continuer. Puis on est un bon groupe de... On a un syndicat d'élevage national pour le cheval canadien. On a une association de promotion de la poule Jean-Leclerc. On a une association pour le cheval canadien pour en faire la promotion québécoise. On a aussi la Société des éleveurs de bovins canadiens, dont je suis membre. On a le Front commun. Puis alors, on a une bonne équipe. Là, je pense que... Ouais, je pense que là, on est bien encouragés. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Auclair. Maintenant, la dernière présentation, c'est celle de M. Rassette, qui est président de l'Association québécoise des éleveurs de chevaux canadiens. M. Rassette. Merci, Mme Charret. Alors, à côté de tous mes éminents collègues, malgré mon âge, je fais office de petit dernier parce que moi, je suis arrivé en 1975, principalement dans les chevaux canadiens. J'ai été président de la société après M. Bernatchez. Et depuis l'an dernier, je suis président de l'Association québécoise des chevaux canadiens. Alors, c'est un groupement qui englobe une centaine d'éleveurs, plus d'une centaine d'éleveurs, d'amateurs et de propriétaires de chevaux canadiens. Or, notre but principal, c'est de voir à la promotion de la race. En fait, on tient absolument, on voudrait que le cheval prenne de l'essor. En fait, on voudrait... Le cheval, c'est peut-être celui qui est moins en danger d'extinction aujourd'hui. Quand je suis arrivé à la fin des années 70, au milieu des années 70, il ne restait que quelques centaines de chevaux. Ce groupe-là s'est multiplié depuis ce temps-là. Maintenant, notre principal souci actuellement, c'est de voir à la préservation des standards de la race et de voir à ce qu'on puisse le mettre en marché, en vente. Il y a des éleveurs, il y a très peu d'éleveurs qui en vivent, mais il y a plusieurs éleveurs qui ont de bons troupeaux. Et on veut s'assurer que la race soit reconnue et protégée. Merci, M. Rassette. Maintenant, on peut répondre aux questions, s'il y a des questions. Bon, je voulais juste vérifier avec vous, là, quelle était l'urgence, Mme Charret, d'adopter ça au moment où on se parle? Est-ce qu'il y avait une urgence particulière? Il n'y a pas d'urgence particulière. Écoutez, ça fait au-delà de 20 ans que ces gens travaillent et qu'ils font des représentations, autant auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation que des élus comme tels. Moi, c'est venu par un des producteurs qui est chez moi, dans mon comté, M. Gracien-Bélanger, qui est un éleveur de chevaux canadiens, qui m'a sensibilisé à l'importance du dossier. Et j'ai le défaut, comme député, de prendre les dossiers en main et de les mener au bout. Alors, je ne lâche pas le morceau, comme on dit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un projet de loi devant l'Assemblée nationale que je marraine et qui, je pense, est tout à l'honneur du gouvernement du Québec de procéder, là. Est-il pas vrai aussi qu'à Ottawa, présentement, on envisage, si ce n'est déjà fait, l'adoption d'un projet de loi aussi qui... Oui, on m'a dit que le député Calder avait lui aussi donné un préavis comme de quoi il présenterait un projet de loi au fédéral pour reconnaître certaines races comme races nationales du Canada. Ces races nationales, est-ce que ça inclurait les trois qu'on reconnaît ici? Non. Ce que j'en connais du projet de loi de M. Calder, c'est strictement sur le cheval canadien. Le même, en fait, que... Le même, qui est ici reconnu là, comme race patrimoniale. Mais je voudrais vous rappeler, monsieur, que le patrimoine agricole du Québec, c'est au-delà de toute allégeance ou partisanerie politique. Vous savez, c'est comme le patrimoine bâti. Et je pense que le patrimoine relève est important pour tous les Québécoises et tous les Québécois. Et ça, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas relier ça strictement à une question... Sans la relier à une question partisane ou politique, là, pour les éleveurs, est-ce que ce ne serait pas un avantage aussi que le Canada reconnaisse une race nationale?
Moi, ce que je peux vous rappeler, c'est que pour qu'un animal soit reconnu comme faisant partie d'une race, il est encadré par une loi du fédéral qui s'appelle la loi fédérale sur la généalogie des animaux, et c'est le chapitre A11.2 qui encadre toute la dimension de la reconnaissance d'un type d'animaux comme faisant partie d'une race donnée. Alors, je pense que là-dessus, c'est dans la continuité et qu'il n'y a pas d'interférence avec la loi au Québec et cette loi fédérale qui existe déjà depuis de nombreuses années. Est-ce que ce ne serait pas un automatisme là, que de dire bon, ben, que si le Québec le reconnaît avant Ottawa, bon, ben, Ottawa reconnaît automatiquement entérine la reconnaissance québécoise, ou ce sont les deux qui doivent reconnaître? À mon avis, ce sont les deux parlements qui, s'ils le veulent, doivent le reconnaître. C'est pas un automatisme. À moins que je me D'autres trompe. races, vous avez un historien ici là, qui semble connaître beaucoup ces histoires-là. Est-ce qu'il y a des précédents au fédéral où des races ont été reconnues nationalement? Les races reconnues nationalement dans le domaine de la production ovine. Production ovine, je dis bien. Nous avons travaillé à l'Apocatière pendant quelques années sur des croisements qui s'appelaient de Dorset, Suffolk, la race DLS. C'est en dehors du cheval, bien entendu, ça. Alors, le Dorset, Leicester, Suffolk, on l'a développé à la ferme expérimentale l'Apocatière. Ça a pris plusieurs années, ça a pris 8 ou 10 ans. Et puis, il y a eu une demande de fait, le fait de reconnaître par la loi de généalogie du bétail cette dite race. Je peux vous dire que ça a pris plusieurs années. Ça a commencé en 1960. Je terminais à l'Apocatière à ce moment-là. Ça a pris, même en 1984, 85, même 88, on n'avait pas reconnu encore cette race parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sujets. Mais en dehors de ça, c'était le premier cas que je vois, là, comme race, là. Puis il faut bien se placer dans le contexte. La race de volage Chanteclair, par exemple. Ça, c'est officiel, c'est la seule race de volage développée au Canada. Ça, c'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Puis c'est le frère Wilfrid, qui était trappiste à la trappe d'Oka, qui s'est penché dès 1918, puis qui a travaillé d'arrache-pied pour essayer de monter une race qui répondait à certains critères du temps. Puis par la suite, à son décès, c'est le frère Wilfrid, c'est le frère Laurent, je l'ai bien dit tantôt, le frère Laurent qui a poursuivi son travail. Puis aujourd'hui, on retrouve la Sainte-Claire. Dernière question, pour un éleveur, là, ça a quelle importance sur la valeur de l'animal? Est-ce que ça a une importance marchande sur la valeur de l'animal? Oui, on verra, c'est l'expérience qui va nous répondre à ça, là, mais seulement, nous autres, on pense que oui, parce que on pense que ça va créer une certaine demande, parce que, vous savez, nous autres, on est dans l'élevage des chevaux canadiens, puis des poules Chanteclair et des bovins canadiens depuis 25 ans, et on l'a fait beaucoup par patriotisme. Mais on veut que ce patriotisme-là soit partagé par tout le monde. Et on est certainement d'accord, puis on a déjà fait des demandes, en ce sens au gouvernement fédéral. On a fait des demandes pour avoir un timbre à l'effigie des vaches canadiennes, des bovins canadiens et des poules Chanteclair. Cette demande-là, on nous a dit qu'on avait peut-être des chances d'avoir un timbre en 2002, mais on a vraiment fait des démarches dans ce sens-là, et ça nous ferait tout à fait plaisir que le Canada aussi reconnaisse ces races-là comme étant des races nationales. Puis, tant qu'à ça, l'Amérique du Nord, nous autres, ça nous est ouvert. Puis, si on peut s'ils peuvent nous déclarer membres du patrimoine mondial, ça va nous faire plaisir aussi. On pense que ces races-là ont cette importance-là. Sur le plan de la compétition, par exemple, entre différentes nations, là, est-ce que ça place le cheval canadien à un niveau un peu plus élevé, si on parle des compétitions là, qu'on entend? Bon. Si on comparait, par exemple, si on fait une compétition avec les chevaux arabes, les chevaux... C'est le potentiel du cheval qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. C'est pas qu'on va le reconnaître race nationale, qu'on va lui ouvrir, qu'on va l'ouvrir ou on va l'emmener aux Olympiques. C'est ça, le potentiel de chaque animal et son utilité ne rentre pas en ligne de compte. Mais si on regarde les Jeux olympiques en Norvège, là, quelques années, où les
les organisateurs des Jeux olympiques avaient amené leurs 3 races de chevaux qui sont reconnues. Ils ont ouvert, les cérémonies d'ouverture avaient été faites à l'aide des chevaux, de ces animaux-là. Alors, c'est des choses de même qui peuvent... On pourrait avoir un carrosse à l'Assemblée nationale pour transporter Madame la lieutenant-gouverneur quand elle vient ouvrir, là. Mais c'est pas de reconnaître la race qui va nous ouvrir des... En Allemagne, monsieur, pour répondre aussi à... Oui, monsieur Auclair. En Allemagne, en 1987, le championnat du monde en attelage, j'ai été gagné par une paire de chevaux canadiens. Il y avait 60 pays avec leur race qui participaient. Fait que l'excellence de la race, c'est pas... c'est comme Gilles dit, c'est des individus dans la race, il faut les faire performer, il faut leur donner la chance de pouvoir les développer, aussi leur donner, vous savez, une fierté. Le fait que notre cheval est reconnu, ben c'est moins gênant d'aller chercher des aides appropriées, des crédits pour améliorer nos fermes, pour développer ces animaux-là, justement, pour les mettre sur des tremplins internationaux. Hein? Je pourrais rajouter que par rapport à la vache canadienne, à titre d'exemple, le fromage pied de vent des îles de la Madeleine, vous savez, il y a bien des gens qui vont acheter ce fromage-là parce que, premièrement, c'est un produit du terroir. Puis en même temps, je veux dire, c'est une vache autochtone. La vache canadienne, elle est reconnue, elle va l'être reconnue comme race patrimoniale. Alors, c'est d'un lien... Oui, dans l'histoire. Oui, tout à fait. Au début là, de la colonisation, tout ça. Ses ancêtres ont été importés, mais c'était pas cette race-là. Il y avait deux races qui ont formé cette race-là. Les races origines de Bretagne, puis la race origine de Normandie, majoritairement en Bretagne. Là. Ces races-là ont fait qu'avec la sélection, l'adaptation, puis le croisement de ces sangs-là, sans apport de sang étranger, avec le fil des siècles, ça a fait une race dite la canadienne. Elle a atteint une rusticité puis une adaptation qu'on lui reconnaît à elle seule. Comprenez-vous? Fait qu'elle existe aucunement ailleurs, cette race-là. Si je peux me permettre aussi, quand on évalue le lait de la vache canadienne par rapport au lait, par exemple, de la vache Holstein, la vache Holstein est une excellente vache, mais lait pour lait, là, vous faites 30% plus de fromage avec une pinte de lait de vache canadienne qu'avec une pinte de lait de la vache Holstein. Autrement dit, c'est par exemple, on fait souvent, les gens qui vont dans les fermes faire du fromage, ils font ça avec 350 litres de lait. Quand on fait ça avec, on prend 350 litres de lait de vache Holstein, qui est la race la plus populaire du Canada, bien, on va avoir 90 livres de fromage. Et lorsqu'on le fait avec du lait de vache canadienne, c'est 125. Le record, c'est 127 livres de fromage qu'on connaisse. Alors, c'est beaucoup plus. Et le dernier mot à M. Lemay. C'est juste un fait historique encore. Il faut se rappeler que jusqu'en 1821, il y avait des bovins canadiens de race canadienne ici. Puis à partir de 1821, c'est des bovins en provenance de l'Écosse qui arrivent. C'est la race Ayrshire, suivie en 1868 par la Jersey, en 1878 par la Guernsey, en 82 par la Holstein et en 88 par la Suisse brune. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de journée à tous. Alors,